Depuis le mois de décembre, vous vivez caché avec votre petite fille, elle est toute petite, elle a aujourd'hui 3 ans, ça mérite quelques mots d'explication. En fait, après la séparation d'avec votre compagne, vous avez obtenu la garde de cet enfant, cette petite fille, mais la justice a accordé à sa maman un droit de visite. Et vous, vous estimez qu'au vu de ses antécédents psychiatriques, il serait trop dangereux de laisser votre fille seule avec votre ancienne compagne. Vous demandez donc à la justice un droit de visite surveillé. Pour l'instant, on vous ne l'a pas accordé. Vous refusez donc de présenter l'enfant et vous avez choisi une forme de cavale, de clandestinité. Vous dites quoi, vous? Clandestinité, ça sous-entend qu'il y a une partie illégale dans la vie. Ma vie est tout à fait, je dirais, légale. Il a fallu effectivement que je me replie pour pouvoir protéger ma petite fille. Je ne me sens pas clandestin, je me sens protecteur. Protecteur. Oui, et ce que je souhaite, c'est que la justice étudie tout simplement les dossiers. Alors pour commencer donc cette émission sur les cavales et les visites clandestines, je propose ce reportage sur la vie actuelle d'Alain Goubi et de sa petite fille de 3 ans, un reportage de Jean-Baptiste Clavry et de Benoît Grimand. Alors quoi de neuf? Diane, elle est dans l'appartement en train de se reposer, elle va bien. Elle va bien, elle a pris un grand bain, elle va bien. Je ne dis pas à ma mère où je suis pour des raisons de sécurité en fait. Moi, une personne, ma mère est vraiment la personne sensible qui est effectivement la première à être interrogée et à qui on peut poser la question et on posera la question et on a posé la question. Donc moi je dirais elle en sait, mieux elle est. Parce qu'elle ne ment pas. Quand on lui demande où est votre fils, eh ben, elle ne le sait pas. Voilà. C'est principalement ça. Je ne peux pas mentir. Ça se verrait sur ma figure. C'est vrai. Je ne sais pas où il est. Il me téléphone. Quand il vient. Et puis il repart. Moi, je ne pose pas de questions. Je fais confiance à mon fils parce que je sais que la petite est en sécurité avec lui. Encore une carte. Encore une carte? J'ai vu, oui, je l'ai rattrapée. J'ai vu la carte. Ouais. Tu viens, on va jouer un petit peu avec la femme Alain? Oui. Depuis le 21 décembre, Alain et sa fille de 3 ans se cachent dans cette chambre de 10 mètres carrés. Alain est en fuite, actuellement poursuivi pour non-représentation d'enfants. En effet, il refuse de se soumettre au droit de visite que la justice a accordé un week-end sur 2 à la mère. Alain craint que le comportement de son ex-compagne soit dangereux pour l'enfant. Il se sait hors la loi, une situation dont il assume les risques et les contraintes. Vous êtes devenue maîtresse d'école? Maître d'école en tout cas, oui. Je suis devenu... un petit peu par la force des choses, parce que c'est vrai que, étant donné la situation, on ne peut pas retourner à l'école. Donc, on a de la chance d'avoir plein d'autres moyens pédagogiques pour continuer l'école. Oui. On a ici cette pièce où on vit avec un lit. Donc ça, c'est le lit de Diane, avec un lit, moi, que j'ai en dessous, là, que je déplie. En fait. Tiens, attends, voilà, c'est ça, il est là. Voilà, donc ça c'est mon lit à moi, que je déplie tous les soirs. Et puis bon, comme vous avez vu, cette partie bureau, puis là la partie rangement. Voilà l'ensemble de l'appartement où on vit. Donc t'es pas très loin de moi, mais c'est pas ça. Donc, Alain si attend un tu veux, ami depuis sa planque, il le guide par téléphone. Pas là où tu es. À tout de suite. Là, c'est vraiment exceptionnel, en fait, que j'ai une visite, mais c'est moi qui me rends vers les personnes pour justement éviter qu'on sache où je suis. Il y a 2 personnes qui savent où je suis, la personne qui m'a trouvé l'endroit et une personne vivant dans l'endroit. Il n'y en a que 2. Je te vois, Serge. Tu gares la voiture. J'arrive. Tu peux descendre, c'est bien, parce qu'elle dort. Diane fait la sieste, alors pour ne pas la réveiller, Alain et Serge vont chez Hélène, une voisine de palier qui aide Alain dans sa clandestinité. Hélène est la jeune femme qui s'occupe de Diane quand j'en ai besoin pour la garder. Je te laisse la clé. C'est un réseau organisé autour de vous, là. Oui, c'est je dirais, un petit peu une sorte de gage de sécurité et de bon déroulement des entre guillemets opérations pour Diane. Mais on est obligé, en fait... Je ne peux pas être constamment avec Diane, il y a des choses, encore une fois, de son âge, des choses qui ne le sont pas, et j'ai la chance d'avoir Hélène qui, effectivement, dans des cas comme celui-là, eh ben, m'aide. Ouais. Effectivement, c'est un réseau. Un réseau tout à fait récent, je ne connaissais pas Hélène, en fait, il y a quelques mois. Quoi. Serge m'a gentiment apporté un blazer avec le pantalon, et je vais pouvoir... bon, là, on va vérifier au niveau de la taille. Hein. Normalement, on devrait, je pense pas, avoir une différence de taille avec Serge. On va voir, et
ça devrait aller. Actuellement, il ne peut plus avoir de rentrée d'argent, puisque il n'a malheureusement plus de clients qu'il peut satisfaire, puisqu'il n'a plus de contact donc avec le milieu professionnel. Donc c'est une aide matérielle que vous lui fournissez? C'est une aide matérielle d'une certaine manière, oui, puisque il n'avait pas ce genre d'affaires, donc voilà. Vous pouvez quand même sortir pour acheter des vêtements? Alors. Non, je ne peux pas sortir pour acheter des vêtements parce que il y a toujours le risque, encore une fois. Moins je sors et moins je m'expose et moins j'ai de risque en fait d'être pris dans un banal contrôle de gendarmerie. Quand on voit un ami en difficulté, on ne laisse pas tomber. C'est là où on compte ses amis, souvent dans des épreuves difficiles. Mais bon, pour moi, c'était naturel d'aider Alain. Ouais. On va se laver les dents et puis on va aller au dodo. Hein, d'accord? Voilà. On va faire un petit pipi aussi avant de dormir. Non, pas pipi. T'as pas envie de faire pipi? Bon, on va se brosser les dents. Voilà. Bon, Hélène, j'y vais. Ça donne quoi que ce soit, tu me joins. Voilà, à plus tard. Merci encore. Salut. Une fois par semaine, après avoir confié sa fille à Hélène, Alain retourne dans la maison où il habitait pour récupérer son courrier. J'attends le soir pour aller chez moi parce que c'est quand même beaucoup plus calme au niveau des contrôles. Vous avez les gens qui rentrent du travail, donc il y a quand même un flux plus important. Puis surtout, le soir, je suis beaucoup moins repérable, quoi. Je regarde tous les véhicules qu'il y a, si ce sont les véhicules habituels, et puis quand je suis rassuré sur ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un véhicule de gendarmerie qui pourrait repérer mon véhicule, eh ben, je me rends à la villa. La villa est juste là, à gauche. C'est la villa des Tilleuls. On va faire un dernier tour et c'est bon. Voilà, on est arrivé. Pourquoi vous rentrez pas tout de suite dans la villa? Je préfère encore une fois voir ce qui se passe à l'extérieur, être sûr qu'il n'y a pas de risque. J'ai pas le sentiment d'être parano, mais de devoir faire attention. Je fais attention pour ne pas qu'on ait des complications avec l'enfant. Voilà, je suis garé à peu près à 50 mètres de la maison pour pas être repéré. Bon, en général, je traîne pas. Pourquoi vous courez? Pour éviter d'être vu en fait par le voisinage. Pourquoi vous revenez ici, Alain? Je reviens ici pour tout ce qui est administratif, tous les courriers, tous les fax, tous les emails que j'aurais éventuellement reçus pendant la semaine. Bonsoir, tu vas bien? Chez lui, Alain retrouve sa mère. Elle est venue garder la maison depuis la fuite de son fils. Sur l'ensemble de la villa, on doit être à peu près à 1000 m². Aujourd'hui, dans ma planque, à moins de 10 m². C'est pas une vie. Moi, j'ai la chance d'avoir ma petite fille et, tous les jours auprès de moi. Mais c'est vrai que c'est pas évident non plus à la voir contrainte de vivre là où elle vit, quoi. C'est-à-dire dans moins de 10 m², alors que ici, on a absolument tout l'espace. L'amour est là, mais c'est clair qu'on était quand même beaucoup plus... Enfin, on est mieux, on est chez nous, point. C'est notre maison. Ta maison, il faut qu'elle retrouve sa petite chambre, qu'elle retrouve son école, petit trésor. Il n'y a pas à dire, sa maison, c'est sa maison. Voilà, le reportage de Jean-Baptiste Clavry, Benoît Grimont. Ça vous... Sur le plan technique. Sur le plan technique? Sur le plan technique, il ne faudrait pas qu'il utilise son portable, il va se faire repérer. C'est pas le sien. Très bien. Vous savez, vous, si vous êtes actuellement véritablement chassé par la maréchaussée, est-ce que vous êtes en recherche active? Non. Non. Non, je ne suis pas en recherche active pour l'instant. Et vous prenez des précautions comparables à celles qu'on vient de voir à l'instant? C'est-à-dire que j'ai tout cessé, oui. J'ai plus de portable, enfin, pas à mon nom. On ne connaît pas sous mon vrai nom dans les endroits où je vis. J'utilise des fausses identités. Même nous, on ne connaît pas votre vrai nom. Non, non, vous ne connaissez pas, non. Vous avez eu du mal à me trouver, d'ailleurs. Ouais, enfin, vous avez envoyé un courrier, on vous a rappelé en disant « Monsieur machin », j'ai dit « Ah, effectivement, c'est mon nom d'emprunt », vous nous avez répondu. Ouais. Ouais, moi, j'ai un peu l'optique inverse, quoi. C'est-à-dire que la cavale clandestine, on finit très vite par être repéré à des détails parce qu'on oublie quelque chose. Je crois qu'il faut carrément basculer et faire une cavale, j'allais presque dire, en plein jour. C'est là qu'on est le moins repérable, c'est le principe de la lettre volée. On est là, on est au milieu, on se fait voir.
C'est quoi le principe de la lettre volée? C'est la vieille nouvelle d'Edgar Poe. C'est cette lettre qui est là en évidence et que tout le monde cherche et que personne ne trouve. Si on est installé, quelqu'un qui aujourd'hui n'a pas d'habitude, quelqu'un qui n'a pas justement de compte bancaire, c'est extrêmement suspect. Essayez, il y a même des magasins aujourd'hui, vous ne pouvez pas payer en espèces. On vous dit, ah non, les espèces, ah non. Il faut avoir des traces, il faut laisser des traces évidentes. Vous avez vécu avec ce qu'on appelle une doublette, vous? J'ai vécu avec une doublette, oui. Qu'est-ce que c'est, en 2 mots? Une doublette, c'est une pièce d'identité, qu'elle soit fabriquée ou qu'elle soit délivrée par une préfecture ou un consulat, qui reprend l'identité de quelqu'un. Qui existe? Qui existe. Et qui existe à l'heure où on le vit, quoi. Qui existe à l'heure où on le vit. Qui existe de préférence ailleurs, évidemment. Bon. Et dont on est à peu près persuadé qu'il ne va pas bouger. Alors ça peut être quelqu'un qu'on connaît, c'est-à-dire qu'on a un ami, on lui dit, écoute, je suis un peu embêté là, tu bouges pas, tu pars pas en vacances à l'étranger, tout ça. Ok, je prends un passeport à ton nom. Bon, ça marche très bien. C'est un vrai passeport. Vous avez vécu combien d'années? J'ai vécu presque 5 ans comme ça. Bon, gardez-en pour tout à l'heure, et puis vous discuterez avec Eric Young, ancien policier donc, et nouvellement auteur, qui vient de publier La tentation de l'ombre au Cherche Midi éditeur. Ça vous fait plutôt flipper? Ça vous inquiète, ce que racontent ces 2 hommes? On n'est pas du tout en fait dans la même démarche. Ma démarche est Dans démarche, non, mais en tout cas, vous avez été à des moments de votre vie pour Philippe, et vous êtes tous les deux, Martin et vous, actuellement cachés quand même. Oui, mais moi, il faut que je construise l'avenir. C'est-à-dire que si je commence à cumuler des points d'erreur, je vais passer devant une juridiction le mois prochain, jour pour jour pratiquement. Donc vous gagnez du temps en attendant? Exactement. Ouais. Je ne fuis pas la justice, j'essaie qu'elle soit sous de meilleurs auspices. Je souhaite tout simplement qu'elle étudie correctement, en fait. Il n'y a pas de recherche active sur vous actuellement? Non, je ne pense pas. En revanche, si vous faisiez prendre dans un contrôle d'identité? Justement, on ne sait pas en fait le coefficient de recherche, on ne sait pas. Ce que je sais, c'est ce que je fais. C'est-à-dire que chaque semaine, par exemple, j'entretiens le circuit en disant la petite est toujours vivante, la petite va toujours bien. Avant de venir à l'émission, on a fait un examen clinique de la petite, par exemple, pour assurer tout simplement la partie adverse. D'accord. Donc ce que vous faites régulièrement, quoi? Chaque semaine. Ouais. C'est peut-être un micro à Eric Young pour qu'il nous dise en 2 mots justement quels sont les précautions. Vous en avez un sur vous, s'il suffit de l'ouvrir. Alors, quels sont est-ce qu'à votre avis, ce monsieur prend suffisamment de précautions pour pouvoir tenir jusqu'à sa confrontation avec la justice dans un mois? Il me semble, oui. Non, mais ce que vous nous avez dit comme en préparant cette émission, Oui. c'est que quand les policiers vous recherchent, vous ne le savez pas pour autant, quoi. Bien sûr que non. D'abord, là, ce qui est possible dans le cas de monsieur, c'est que, puisqu'il y a des actes de justice, qu'il y ait eu un magistrat qui ait délivré un mandat d'amener, par exemple, ou un mandat d'arrêt. Mais je ne pense pas à un mandat d'arrêt, ce serait plutôt un mandat d'amener, c'est-à-dire qu'un mandat, Aller où chercher un le monsieur. gendarme ou un policier, lorsque, au cours d'un contrôle, par exemple, un simple contrôle automobile, il doit se présenter devant le juge des affaires familiales, je pense. On vous sent sur vos gardes, Alain, dans le sujet en permanence. Vous êtes vraiment, actuellement, vous vous sentez comment, par exemple? Ah, très bien. Très bien. Oui, très bien. Détendu, parce que j'ai l'impression qu'avec tout le monde et pratiquement dans toutes circonstances, vous êtes extrêmement. Mais attendez, vous vous en rendez compte, vous êtes extrêmement. La machine est en marche pour pas qu'on vous chope, quoi, hein, quand même. Oui, absolument. Ouais. Mais sereinement. Dans la mesure où la cause est bonne, c'est quelque chose qui bouscule momentanément en fait ma vie, mais qui préserve la vie de l'enfant. Donc. La détermination peut étouffer l'angoisse? Sincèrement, oui. Ouais. En tout cas, en ce qui me concerne. Bien sûr, bien sûr. Quelles sont les situations quand même que vous redoutez le plus? Les situations ou les rencontres? De croiser la maman, par exemple, dans des villes particulières. À part ça, j'ai pas d'ennemis. Qu'est-ce que vous lui dites à cet enfant de 3 ans et 3 mois pour la rassurer? Quand on est rentré en clandestinité, c'était le 21 décembre. J'avais de la chance, on rentrait en vacances, période de vacances. Qu'est-ce que je dis à Diane? On part en vacances. Bon. Ça dure 10 jours, 12 jours. Oui, c'est ça. Même un môme de 3 ans, il ne faut pas trop lui raconter quand même. Hein. Non, c'est clair qu'à un moment donné, il a fallu trouver autre chose, puis il a fallu changer d'endroit aussi. Et alors après la semaine de vacances écoulée, vous avez dit quoi à votre fille? Eh bien, on a parlé un petit peu. J'ai demandé à Diane, tu comprends un petit peu ce qui se passe? Tu sais un petit peu... Et Diane m'a répondu tout naturellement, oui, on se protège de maman. Maman fait des problèmes à papa et à Diane. C'est triste, hein? Il n'y avait plus rien à dire, oui, c'est triste. Et pourtant, Diane a toujours été à l'écart de ce genre de discussion, comme on a vu d'ailleurs, quand on a des discussions avec Serge, c'est vraiment le cas. Mais Diane, effectivement, n'a que 3 ans, mais une grande lucidité, c'est clair. Quelles sont vos sorties
Enfin, à part les visites chez vous? Très limité, en fait. On a la chance d'avoir un petit bois à côté de l'appartement. Donc systématiquement, on essaie de... Tous les jours, quoi, un peu. Tous les jours, plusieurs fois par jour. Oui. Qu'il pleuve, qu'il vente, on essaie vraiment de sortir. Et puis une fois par semaine, à des jours complètement décalés, des horaires complètement décalés, je viens, je vais à la villa. Sinon, on m'apporte de quoi vivre, donc de la nourriture, ou sinon je vais, moi, une fois de temps en temps, faire des courses, mais c'est très rare. Sérénade Mosset est avec nous dans le public. Alain, vous allez écouter son histoire. Sérénade, bonsoir madame, où est-ce que vous êtes? C'est vous? Bonsoir. Bonsoir. Madame, bonsoir mademoiselle. Vous avez vécu, vous avez l'âge de vous faire appeler mademoiselle en tout cas, à peu près la même situation qu'Alain. Vous êtes mariée, vous avez eu une petite fille en Égypte, pays où vous êtes né, puis vous êtes séparé du père de l'enfant, ce qui peut arriver, et vous êtes venu ensuite vivre en France. La garde lui a été confiée, il faut dire que vous Non. habitez... La garde ne lui a pas été confiée? La petite est partie en Égypte, la garde n'a toujours pas été statuée. C'est un état de fait. Alors après une visite de Laïla, vous avez décidé, en France, je veux dire, vous avez décidé de ne pas la rendre à son père. Tout à fait. De la garder, de vous cacher. Comment vous êtes retrouvé dans la vie clandestine ou la vie cachée avec Écoutez, elle? moi je me suis bien retrouvée dans le reportage là, puisque pour les mêmes raisons, pour la sécurité de mon enfant, je me suis cachée aussi. Et j'essayais de gagner du temps. Comment se passaient les premiers jours de la clandestinité, par exemple? Les premiers jours, je ne savais pas où j'allais dormir le jour même. Je suis partie de chez moi, un peu à la va-vite, sans valise, sans rien, sans argent bien sûr, enfin, pas le temps de vraiment d'organiser. Comment vous avez vécu? Je suis allée chez des gens que je ne connaissais pas avant, mais qui ont été volontaires pour assurer notre sécurité. Comment vous êtes entré en contact avec eux? Je ne peux pas tout à fait le dire, parce que notre affaire est loin d'être terminée et il y aura des suites et des suites. De quelle manière vous avez fait de cette clandestinité une sorte de jeu pour votre fille? Au début, c'est vrai que c'est un jeu qui n'a pas pris vraiment, parce que les enfants sont lucides. On essaye de leur raconter des choses pour dédramatiser, mais les enfants... C'était quoi ce jeu? C'était quoi? C'était, bon, on se cache, on fait un jeu de course, qui va nous trouver le premier, et puis voilà. Bon, ça n'a pas marché, il faut bien l'avouer. Il faut bien l'avouer. Que ça a marché 2 jours, et elle a 8 ans et demi, donc c'est pas 3 ans non plus. Et ça faisait quand même 6 ans qu'elle attendait de retrouver sa maman et ses frères. Elle comprenait, elle exprimait le fait qu'elle était comme la fille d'Alain? Oui, qu'elle comprenait la situation? Laïla, ça m'a effarée, puisque ça donne même la chair de poule à une mère de voir à quel point l'enfance de sa fille a été volée. Je veux dire, ce ne sont plus des enfants qui vivent de l'enfance. Je pensez à votre histoire, madame, parce que vous aussi, vous dites que vous avez pris, je parle en maturité, un paquet d'années très vite quand vous êtes retrouvé. Oui, je pense qu'en toute hypothèse, effectivement, tout ce type de situation, encore que ce soit assez différent de ce que nous venons d'entendre, c'est bien entendu une perte d'innocence et une perte d'enfance. Oui, je parlais pour les enfants uniquement, oui, c'est ça, oui. Ça, je crois que on ne peut pas, quel que soit l'âge de l'enfant, je suppose, un enfant comprend très vite les choses. J'étais moi une adolescente, ce qui est évidemment un peu différent. On se retrouve partant d'une enfance choyée, gâtée, bien que ce fût la guerre, il ne reste plus rien. Il n'y a rien? Rien. Ce qui s'appelle rien. Plus aucune attache humaine, plus aucune attache physique. Rien. Plus d'argent, pas un endroit pour dormir. Un tout petit peu d'argent, mais pas de carte d'alimentation, ce qui à l'époque évidemment faisait problème plus que le manque d'argent. Et pas d'endroit pour dormir, non, c'est vraiment la rue. Oui. Sérénade, on continue. Comment vous partagez-vous? Parce que vous aviez 2 autres enfants d'un deuxième mari. 3 autres enfants. 3 autres enfants. Comment vous partagez entre la vie cachée avec la petite et la vie en toute visibilité avec les grandes? Je me suis cachée sur 2 périodes, au fait. Il y a eu, c'était très fluctuant, les décisions des juges. Donc, à un moment, on a eu un répit. Mais la première période était la période peut-être la plus dure, puisque je n'avais pas encore l'expérience de la clandestinité. On l'acquiert. Alors racontez-nous un peu comment ça s'est passé. Je suis partie de la maison sans même dire au revoir aux autres enfants. J'étais sûre et certaine que Laïla allait être entendue. On s'était appuyé sur la Convention internationale des droits de l'enfant. Laïla pouvait témoigner de la menace qui était sur elle, puisqu'elle était menacée d'excision en Égypte. Et on n'a pas voulu nous entendre, on n'a pas voulu que l'enfant témoigne. On peut affirmer que l'excision est encore beaucoup pratiquée en Égypte. On a vérifié les chiffres ce matin avant l'émission.
plus de Malheureusement, 90 à 95% des cas, notamment dans les campagnes égyptiennes, encore aujourd'hui à l'heure où on se parle. Et c'est toute classe sociale. Vous n'avez pas vu votre fille depuis combien de temps? Depuis combien de temps vous l'a-t-on reprise? Je crois que là, vous cherchez à me faire pleurer. Je l'ai C'est pas du tout, excusez-moi. Non, mais je ne l'ai pas revu puisque le père n'a pas respecté les droits de visite. Il s'était engagé devant les juges en disant, bah voilà, la mère, elle pourra toujours vérifier que la petite n'est pas excisée lors des droits de visite que j'avais 3 mois en été. Je me suis rendue en Égypte cet été et je n'ai vu Leïla qu'1 heure et demie en présence de 7 personnes de la tribu. Vous avez vérifié? Mais comment voulez-vous? Est-ce que vous croyez qu'en 1 demi-heure, on peut parler à sa fille d'une excision au risque de lui faire peur? Vous avez vécu combien de temps en cavale ou en clandestinité? Sur 2 périodes, on a vécu 2 fois 1 mois et demi. Vous nous avez dit que vous êtes devenu parano avec le temps pendant cette cavale. Ben jusqu'à maintenant, parano moi, comment? je dis... Mais bon, parano comment alors? Qu'est-ce que vous parano, ressentez? ça veut dire que dès qu'il y a un bruit bizarre, on se retourne. Quand je conduis, je regarde le rétro. Quand je peux pas laisser un de mes enfants seul. D'abord, j'avais reçu des menaces de mort. J'avais reçu aussi des menaces d'enlèvement des autres enfants. Donc, il fallait vraiment être sur ses gardes dans tous les instants. Dans tous les instants. Et par contre, je n'achetais rien par chèque, je ne retirais pas d'argent, je ne téléphonais pas de là où j'étais, je ne sortais même pas la nuit les 10 premiers jours. Ce n'est que le 11e jour que j'ai... En tout, il y a eu 2 fois 1 mois et demi, donc 3 mois de cavale. On n'a pas raconté l'histoire exactement dans l'ordre parce qu'elle est assez complexe, etc. Donc je m'en excuse auprès des téléspectateurs. Et vous avez fini par vous faire attraper par la police et ça a fait du bruit. C'est passé très très mal. Très très mal puisque les policiers, la brigade des mineurs encerclaient la maison, ils tournaient. Donc on a été arrêtés, moi j'ai été mise en garde à vue, la petite a été emmenée en interrogatoire. La copine qui nous cachait a été mise aussi en garde à vue, menottée, parce qu'elle refusait de se séparer de Leïla. Elle voulait rester avec elle pour avoir une présence de quelqu'un que la petite connaissait pour qu'elle ne soit pas effrayée parmi tous ces gendarmes. Vous gardez encore aujourd'hui des réflexes de cette vie clandestine? Et bien sûr. Oui. Où vous protégez votre enfant dans une démarche comparable à celle qu'Alain exprime aujourd'hui. Je vous remercie.